Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Et ce 4 juillet 2022 marque le 246e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ce matin, la vérité en face, les États-Unis sont-ils encore le phare du monde libre? Pour en parler, nos deux invités ce matin, Jean-Éric Brana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Paris 2, Panthéon-Assas, spécialiste des États-Unis. À paraître aussi cet été, votre livre Géopolitique des États-Unis, presse universitaire de France. Et Guy Hervier est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, chargé de cours à l'IRIS et éditeur du blog Un jour en Amérique. Alors Jean-Éric Brana, est-ce que les USA, c'est toujours l'hyperpuissance mondiale comme à la chute du mur de Berlin il y a un tout petit peu plus de 30 ans? Ah, on attaque fort, Philippe, directement la question. C'est comme le Tour de France, on attaque d'entrée. Bah écoutez, pour faire simple, puisque vous posez la question simplement, je vais vous répondre oui. Et en réalité, pas grand-chose n'a changé dans les atouts qui composent ce pays. Alors ça commence quoi? D'abord avec un territoire extraordinaire, un territoire béni des dieux. C'est la corne d'abondance de l'Est à l'Ouest. Vous avez déjà 4 fuseaux horaires, 6 si vous rajoutez l'Alaska et Hawaï. Vous avez à peu près tous les aspects physiques qui peuvent être intéressants pour un pays, à savoir des plaines, des montagnes, des mers, des océans. Vous avez à peu près tous les climats, ce qui fait que, bien sûr, tout cela nous donne d'abord une agriculture absolument fabuleuse, avec au centre, pour faire simple, là aussi, le grenier du blé de l'Amérique, mais pas que. Il y a à peu près tout qui pousse aux États-Unis, ce qui fait que c'est la première agriculture mondiale. C'est le premier pays pour les minéraux. C'est le premier pays désormais depuis maintenant 5 ans sur les ressources énergétiques, puisque pétrole et gaz sont également exploités à profusion aux États-Unis, même si on en discutera peut-être si c'est un sujet qui a besoin d'être approfondi. Il y a des faiblesses sur cette question-là. La puissance américaine reste toujours ce qu'elle était avec son soft power. Ça, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis qu'elle a émergé en tant que puissance majeure, et ça ne s'est pas démenti depuis. Il n'y a pas de puissance en face, même si la Chine est une puissance montante. Elle est loin d'être derrière. Elle reste un pays de référence, et là aussi, on va certainement en discuter, puisque ces références ont quand même été pas mal écornées ces dernières années avec un président illibéral et la possibilité que ça puisse revenir. Donc c'est vrai que les institutions américaines qui ont été attaquées et qui ont tenu sont quand même mises en doute dans l'ensemble du monde. Ce que je dirais pour mettre un bémol, c'est le rêve américain. Ce rêve américain qui n'est plus forcément le rêve partagé par tous et qui fait rêver sur l'ensemble de la planète. Je dirais qu'il y a plusieurs rêves, et il y en a un particulier sur un plan politique. Il y a un rêve de droite et un rêve de gauche qui ne sont pas les mêmes, et ça c'est vraiment la nouveauté de notre 21e siècle. Je rebondis sur ce que vous dites, Guy Hervier, avec justement le conflit en Ukraine. Est-ce que finalement on n'a pas vu l'essor de la Chine, qui deviendrait potentiellement sur l'économie un concurrent assez important face aux États-Unis, et qu'ils ne sont plus le gendarme du monde, peut-être, sûr, pour rebondir. Ouais. Alors, qui ne sont plus le gendarme du monde, sans doute, mais si on regarde quand même le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine, c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre, et c'est eux, en termes financiers et en termes d'aide militaire, qui sont loin devant. Alors d'ailleurs, pas proportionnellement à leur PIB, puisque la Pologne serait plutôt devant, mais enfin qui sont loin devant en termes de fourniture d'armes, donc qui sont toujours à la manœuvre. Pour modérer un petit peu ce qu'a dit Jean-Éric Brana, effectivement, c'est toujours la première puissance mondiale. Alors, il a cité l'agriculture. Moi, je suis intéressé par des sujets, je dirais, un petit peu plus différents. Si on prend le numérique, qui est quand même, je dirais, le champ de développement des puissances mondiales actuelles, les États-Unis sont encore loin devant. On n'arrête pas de s'extasier. Alors, on s'extasie beaucoup moins maintenant sur les GAFAM, mais c'est quand même eux qui, depuis 20 ans, 30 ans, avec la Silicon Valley, qui remonte encore à plus loin, mais qui depuis 20 ans, 30 ans développent toutes les technologies numériques et qui en font, je dirais, une arme redoutable pour exercer la puissance des États-Unis dans le monde. D'ailleurs, on se souvient que quand il y a eu un questionnement sur ces
ces GAFAM. Même Barack Obama avait beaucoup de mal à mettre une régulation un peu plus étroite sur ces entreprises parce qu'il avait bien compris que c'était un instrument de puissance. Alors, je dirais peut-être pour poursuivre la question que vous avez posée, il est possible que les difficultés actuelles, et alors effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-Éric Brana, sur le fait que le rêve américain s'est créé avec un S, maintenant avec un rêve à droite et un rêve à gauche, un rêve bleu et un rêve rouge, mais il est possible que finalement les Américains eux-mêmes ne se reconnaissent plus dans ce rêve américain. Et c'est peut-être de là que viennent les difficultés. Là où il y avait finalement la fierté partagée par tous, d'être la première puissance mondiale. Aujourd'hui, il y a le fait que les Américains pensent qu'ils sont peut-être une puissance, certes encore très forte, mais puissance déclinante. Et donc, puisque c'est quelque chose qui va mal, il faut en trouver les raisons et surtout, il faut en trouver les responsables. Et donc, les responsables, quand on est dans un camp, c'est facile, c'est l'autre camp. Mais alors justement, on disait à la chute du mur que les USA étaient une hyperpuissance parce qu'ils dominaient le monde dans 4 secteurs, diplomatique et militaire, technologique, culturel et économique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un point, par exemple, je pense au point économique, sur lequel il sera en train de se faire rattraper par la Chine, qui est beaucoup plus peuplée, faut-il le rappeler, et qui a un territoire aussi grand à quelques milliers de kilomètres carrés près, Jean-Éric Brana? Écoutez, moi je dirais mauvaise pioche, puisque si vous avez dû en prendre un, vous auriez dû prendre le culturel, c'est plutôt là-dessus où les États-Unis sont en puissance déclinante, et on parlait tout à l'heure du rêve américain. Dans ces cas-là, quand on voit les entrées en salle, le cinéma français, nous on est plus que déclinant. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire en termes de rêve. Vous savez, vous et moi, on a quelques heures de vol. On va dire quand on était petit, c'était quand même ce que Cécile n'a pas connu, par exemple. Oh. Mais c'est ce que vous croyez. Oui, bien sûr. Mais en réalité, quand on était petit, on regardait de l'autre côté de l'Atlantique tout ce qui était culturel et venait de l'autre côté de l'Atlantique, à part les Beatles, et les Rolling Stones, c'était à peu près source d'évangile pour tout le monde, c'est ce qui faisait rêver. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais en réalité, c'est aussi un atout des États-Unis qui sont devenus un État-monde. Et avec le changement démographique qu'on a aux États-Unis, avec la montée de cette immigration depuis 1965, qui a fait que les États-Unis sont devenus un pays mélangé, on a dans l'influence culturelle américaine l'influence du monde. Et c'est pour ça que je dis que c'est une puissance déclinante pour ce qui est du simplement américain. Mais en réalité, et vous le disiez très justement, Philippe, le cinéma américain se porte toujours aussi bien parce qu'il représente une variété. Mais c'est cette variété-là qui va faire qu'on pourrait juger que cette partie-là est moins américaine qu'avant. Sur l'économie, non. Sur l'économie, encore une fois, il reste loin devant. Alors prenez l'étalon, c'est-à-dire le dollar, même s'il est attaqué, à chaque fois qu'il y a une crise, le dollar reste une valeur refuge. Regardez avec la crise ukrainienne, on se remet sur le dollar et même les ennemis de l'Amérique prennent du dollar parce que c'est quand même plus sûr que de prendre autre chose. Et même les Russes ont acheté des dollars avant leur guerre pour être sûr de pouvoir la faire correctement. Donc c'est en réalité, quand on regarde tous les facteurs économiques, c'est vrai que la Chine est en train de monter. En réalité, là où il y avait un rapport de 1 à 3 entre les Américains et les Chinois, il n'est plus que de 1,5 à 3, pardon, il n'est plus que de 1,5 à 3, c'est ça. Donc il y a un grignotement de la part de la Chine, et c'est vrai que si vous regardez dans les plus grosses entreprises du monde, la Chine en classe désormais 10 dans le top 100, en particulier la première d'entre elles, puisque c'est une banque chinoise, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, puisque sur l'ensemble, c'est quand même les Américains qui trustent 60% des plus grosses entreprises du monde et qui sont la locomotive de toute l'économie mondiale. C'est d'ailleurs leurs droits qui s'imposent partout dans le monde, c'est eux qui influencent l'OMC et le FMI. Toutes les décisions sont à peu près ce qu'ils ont décidé, même si elles ne sont pas photocopiées, parce qu'il faut quand même pas exagérer, mais ça reste quand même le grand guide sur le plan économique, donc c'est pour ça que je disais mauvaise pioche, avec cordialité bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Éric Brana, sur ces 4 domaines, les Américains sont toujours leaders? Je suis d'accord avec moi-même, sans aucun problème. Alors là aussi, j'apporterai
rajouterais un petit correctif. Et effectivement, il disait mauvaise pioche sur le plan culturel. Je serais peut-être pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, malgré tout, les États-Unis exercent toujours une fascination énorme dans tous les pays du monde. Et j'en veux pour preuve, si on prend l'Institut Gallup qui réalise de manière très périodique les pays qui constituent la première destination pour l'émigration, eh bien, les États-Unis sont toujours loin devant. Donc, si finalement ils n'étaient plus le phare du monde, les gens ne se bousculeraient pas pour y aller. D'ailleurs, effectivement, la remarque vaut pour le dollar dans le domaine de l'économie. Et à contrario, la Chine exerce peut-être aussi une sorte de fascination, mais qui n'est absolument pas la même, parce que d'abord les Chinois n'en veulent pas vraiment, mais qui aurait envie d'aller s'implanter en Chine, sauf des entreprises qui veulent y faire du business, mais en tout cas des particuliers, il y en a pas beaucoup. Donc de ce point de vue-là, je m'adhérais un petit peu. Maintenant, je reprends les 3 autres points très rapidement. L'économie, j'ai pas grand-chose à dire. J'insiste sur le numérique parce que c'est un point important. La diplomatie, en fait, je dirais que c'est un petit peu la politique de Trump qui pendant 4 ans n'a pas arrêté de parler de America First et donc a voulu se retirer un petit peu du monde. Et puis militaire, là ça fait aucun doute. Le budget militaire américain, on le sait, est de loin le premier budget militaire du monde, et ça depuis longtemps. Donc c'est pas seulement un flux, mais c'est aussi un stock. Donc ça veut dire que ces armes, ça s'accumule. On le voit d'ailleurs en ce moment en Ukraine. Mais finalement, il n'est pas nécessairement utile dans toutes les situations. À quoi a servi la puissance militaire américaine sur la guerre en Afghanistan? On pourrait poser la question. Eh bien, on en parlera dans quelques instants. Restez avec nous. Et on vous rappelle que vous écoutez Sud Radio et pas Good Morning America. Ah non, c'est pareil, c'est la même chose. Le grand matin, c'est Good Morning America. Exactement. 0826 300 300 si vous voulez participer, bien entendu, au débat. Posez vos questions. On revient dans un instant. Jusqu'à 10h, c'est le grand matin, tout de suite. Et juste avant de retourner dans notre débat sur les États-Unis sont-ils encore une hyperpuissance, eh ben on va vous offrir quelque chose de puissant ce matin, puisqu'avec Senseo Tour de France, on va vous offrir une machine à café. Voilà, puisque vous savez que Senseo est officiellement engagé dans la grande boucle depuis très longtemps. Et voilà, et à cette occasion, c'est l'instant café ce matin avec Senseo pour vous offrir cette belle, très jolie machine à café avec 10 paquets de machines à café, puisque ça fait 10 paquets de café, parce que ça fait 10 ans qu'ils sont en partenariat avec le Tour de France. Et pour ça, vous allez faire le 0826 300 300. Vous allez me donner un chiffre entre 0 et 20, Philippe. Allez, le 10. 10e appel au standard pour fêter le 10e anniversaire du partenariat avec Senseo et le Tour de France. Et le gagnant, on le reprend avec nous dans quelques instants. Et tout de suite, la suite du grand débat. La vérité en face. Et la vérité en face, on continue. Pour vous, les États-Unis, c'était la question du jour. Sont-ils encore la superpuissance, hyperpuissance? Et pour l'instant, vous dites non à 64%, pas pour longtemps à 26%. Et Jackie Bordage nous dit tout pays disposant de la puissance nucléaire avec un pouvoir instable est une hyper menace avant d'être une grande puissance. Pour rappeler nos invités ce matin avec nous, Jean-Éric Brana, maître de conférence à Paris 2, Panthéon-Assas, spécialiste des États-Unis, et à paraître cet été Géopolitique des États-Unis, presse universitaire de France, et Guy Hervier, qui est chargé de cours à l'IRIS et éditeur du blog Un jour en Amérique. Tout à l'heure, Jean-Éric Brana, vous nous parliez de la culture. Justement, est-ce que cette nouvelle tendance culturelle et idéologique comme le wokisme pourrait mettre en péril les États-Unis de façon nationale ou voire internationale? Alors là, on rentre sur des questions compliquées, parce que ça dépend si vous parlez du wokisme tel qu'on l'interprète en France ou du wokisme tel qu'il est vécu aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas une notion nouvelle. Elle consiste à s'appuyer sur la souffrance qu'ont vécu des populations qui ont réellement souffert. Ce sont les Afro-Américains qui ont souffert une ségrégation, n'oublions pas, après avoir souffert un esclavage, et qui considèrent qu'actuellement, dans la société américaine, ils sont victimes avant d'avoir la moindre chance. Et il y a par exemple de vrais phénomènes aux États-Unis comme le redlining, qui veut que si vous demandez un prêt bancaire, mais que vous n'avez
n'habitez pas dans le bon quartier parce que vous habitez dans un quartier identifié comme afro-américain, les banques vous refusent votre prêt bancaire et c'est profondément injuste. On n'a pas ce type de problème en France, donc quand on parle de wokisme et qu'on fait de l'identitaire en confondant les deux, on n'est pas du tout sur les mêmes notions. C'est plutôt une récupération sur la partie française dans le but de défendre l'idéologie. Aux États-Unis, c'est un combat qui veut rétablir une égalité entre les populations. Et c'est un combat très ancien déjà. Vous savez, Martin Luther King avec les droits civiques était déjà sur ce wokisme-là. Oui, mais souvenez-vous, Barack Obama en 2019 et Joly avait même lui critiqué les dérives moralisatrices de la woke culture aux États-Unis sur les réseaux sociaux. Donc c'est forcément que si l'ancien président des États-Unis parle de cette dérive, c'est qu'il y a une dérive. Alors, Barack Obama était sur une autre notion, c'est que lui voulait réconcilier toutes les communautés. Il considérait qu'il n'y avait pas d'Amérique rouge, d'Amérique bleue, d'Amérique noire, d'Amérique blanche. Souvenez-vous son grand discours qu'il a amené ensuite à ce courant d'espoir aux États-Unis, qui se révèle être un échec, puisqu'on est dans des divisions encore plus grandes aujourd'hui. Donc lui était dans la continuité de son discours, effectivement. Mais le wokisme est dénoncé en tant que tel, même par les hommes politiques de premier plan aujourd'hui. Joe Biden n'est pas dans le wokisme, Kamala Harris n'est pas dans le wokisme, alors que ses parents étaient tous les deux des militants de la cause noire très engagés. Ne l'oublions pas quand même. Et elle-même explique qu'il y a des vraies dérives avec la défense d'une communauté en tant que telle, et que c'est vrai qu'il faut apprendre à reconstituer aux États-Unis. Mais encore une fois, le pays, l'Amérique, les États-Unis plutôt, sont constitués autour de cette partie communautaire, et ça ne va faire que s'avancer parce que les perspectives qui nous arrivent en démographie d'ici 2050, c'est qu'il n'y aura plus aucune majorité raciale ou ethnique ou de groupe aux États-Unis. Il n'y aura que des minorités superposées avec les blancs qui seront la super minorité, mais ça va encore se morceler davantage. Et à l'intérieur même des minorités, si on prend les hispaniques, si on prend n'importe quel groupe, il se dédouble encore en mini-groupes. Donc ça va faire que s'avancer. Justement, Guy Hervier, il y a la vision du wokisme française, la vision du wokisme américaine. On a je suis peut-être un peu caricatural, l'impression que les États-Unis aujourd'hui sont coupés entre la droite religieuse, on l'a vu avec la Cour suprême, et la gauche wokiste. C'est une vue de l'esprit ou c'est quand même un peu vrai ? C'est un peu vrai, mais ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est qu'entre entre ces deux groupes un peu extrêmes, il y a quand même toute une frange de la population qui, elle... Alors, d'ailleurs, je les mets pas dans les indépendants, parce que les indépendants, on ne sait pas vraiment qui ils sont, mais il y a quand même une frange de la population assez importante qui ne se reconnaît pas dans ces deux mouvements. Pour compléter ce que disait Jean-Éric, il est vrai que le wokisme, il a une connotation en France qui est extrêmement négative. Il traduit en fait l'idée que on adapte des notions qui sont spécifiquement liées aux États-Unis, on les adapte à notre pays, alors qu'elles n'ont pas grand-chose à y voir. Néanmoins, il y a des dérives, et ces dérives, elles sont particulièrement exploitées par, je dirais, des leaders politiques. Alors, j'ai en tête, par exemple, une publicité que vient de publier Gavin Newsom, qui est le gouverneur de Californie, et alors une publicité très courte qui s'adresse à tous les habitants de Floride, et il leur dit venez habiter en Californie parce que là on y défend la liberté. D'ailleurs, il reprend le thème des 4 libertés de Franklin Roosevelt. C'est une approche qui montre bien que cette fracture entre les différentes communautés qu'a défini Jean-Éric Brunner, elle existe aussi entre les États. Et on le voit d'ailleurs de plus en plus lors des élections entre les États rouges, je dirais le gros ventre mou. Alors je ne veux pas dire ventre mou parce que c'est effectivement... Alors rouge, c'est la droite aux États-Unis, contrairement à la France. Rouge, c'est républicain. Exactement. Et puis les deux côtes qui sont bleues. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement marqué. Et je dirais pour terminer, quel est le lien entre je dirais le district du Bronx
où AOC, donc Alexandra Ocasio-Cortez, est représentante, et puis le Wyoming, où Liz Cheney, qui est la républicaine, qui est vice-présidente de la commission du 6 janvier, quel est le lien, le rapport entre ces deux populations? Malheureusement, pour faire suite à ce que je disais précédemment, ce qui les différencie est aujourd'hui sans doute beaucoup plus important que ce qui les réconcilie. Et donc c'est cette fracture qui va grandissante et qui va poser de plus en plus de problèmes aux Américains. Il nous reste 2 minutes 30. Je vais vous poser une question à tous les deux. Donc, il faudra faire en 1 minute chacun sur Joe Biden. Les sondages sont catastrophiques sur lui. Un sondage Harvard Harris Harris publié hier dit que seuls 29% des sondés souhaitent qu'il se représente et 45% pensent qu'il est un mauvais président. Jean-Éric Brana, en 1 minute, est-il un mauvais président ? Non, il n'est pas un mauvais président. Il suit un agenda qui est un agenda, on va reprendre les mots de Guervier, pour la défense de la liberté, qui est effectivement la plateforme qu'il a défendue depuis qu'il était vice-président. Et donc, il le fait à l'échelle du monde en essayant de réparer tout ce qui a été cassé dans cette image des États-Unis. On en parlait dans la première partie. Il n'est pas un mauvais président puisqu'il a réussi à faire passer un plan d'infrastructure de 1750 milliards de dollars qui était absolument nécessaire dans des États-Unis qui étaient catastrophiques ces dernières années. Il n'est pas un mauvais président puisque le chômage est tombé à 3,6, c'est que c'est quand même pas mal. Il a pas de chance parce qu'il y a une inflation à 8,5. Il a pas de chance parce que son discours ne passe pas. Il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas pu réconcilier les deux camps comme il l'avait promis. Et donc là, il est en échec. Et donc, il paye de plein pot cette partie-là. Donc effectivement, il est très bas. Mais rassurez-vous, il ne se représentera pas. Guy Hervier, en 1 minute. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jean-Éric Brana. Le seul problème, c'est que les Américains, une majorité d'Américains, pas une majorité, mais en tout cas une grande partie de la population américaine supérieure à l'autre, pense que Joe Biden n'est pas un bon président. Donc je suis d'accord avec lui, avec Jean-Éric, qu'il ne se représentera pas. D'ailleurs, il est sans doute préférable qu'il ne le fasse pas. Néanmoins, je dirais, il y a encore 2 années à gérer. Les élections de mi-mandat arrivent. Les démocrates vont quand même se prendre une grosse défaite, tant au Sénat qu'à la Chambre des représentants. Alors évidemment, je vois Jean-Éric qui opine, mais on verra ça. Et donc, ça promet, pas au Sénat peut-être, ça promet 2 années qui vont être difficiles et qui, il faut bien le reconnaître, Joe Biden, il a été élu. Pourquoi ? Parce que finalement, il était considéré comme le seul capable de battre Donald Trump. En 2024, qui est-ce qui sera capable de battre soit Donald Trump, soit le républicain qui se présentera à la place de Donald Trump ? On ne le connaît pas encore. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Merci Guy Hervier et Jean-Éric Brana.